Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque deuxième vendredi du mois à 17h45. C'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Olivier Malteste, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là et merci à nouveau de nous faire profiter des enseignements de votre observatoire ETF qui permet de revenir sur les tendances très récentes des dernières semaines en matière de flux de collecte, en matière de lancement de nouveaux produits, etc. Que peut-on dire d'ailleurs de la dynamique de collecte, de flux qu'on a pu observer ces dernières semaines, sur le courant du mois de mai, pour dire les choses, Olivier, on avait déjà noté effectivement que le rythme de collecte par rapport au rythme qu'on a pu observer l'an dernier, 2021-2022 ont été des années énormes de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est à nouveau sur un rythme de croisière là au mois de mai? Alors on est encore sur un petit mois, on est à 6,3 milliards sur le mois de mai, on vient de 10 milliards sur le mois d'avril pour mémoire. D'accord. Donc on a un ralentissement. C'est pas non plus très étonnant parce que le mois de mai, historiquement, est toujours un peu plus bas aussi. C'est toujours un mois qui est relativement calme. C'est peut-être la crainte du fly away. Mais oui, la saisonnalité, mais bien sûr. La saisonnalité. Et puis c'est vrai que de plus en plus, on voit que le monétaire redevient une classe d'actifs aussi intéressante et on va peu chercher du monétaire en ETF. Donc tout ça peut peut-être expliquer que ça. Donc on est à 6,3 milliards sur le mois de mai, donc un petit mois, mais bon, quelque chose quand même de relativement honnête globalement. Ouais, effectivement. Bon, venant de 10 milliards le mois précédent, au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont la collecte s'est répartie en fonction des grandes classes d'actifs? Alors, par rapport au mois d'avril, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est encore le marché obligataire qui collecte le plus. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement rares. Traditionnellement, c'est plutôt le marché action qui collecte le plus sur les ETF. Donc là, pour la deuxième mois consécutif, c'est vraiment le marché obligataire avec un peu plus de 3 milliards, donc 3,2 milliards sur le marché obligataire contre 2,1 milliards sur le marché action. Donc c'est vraiment une collecte beaucoup plus obligataire sur le mois de mai. Les matières premières font une toute petite collecte, mais c'est dans la moyenne, c'est pas vraiment des actifs à ETF. Et puis voilà, donc on est globalement sur une collecte tiré encore par les marchés obligataires. Qu'est-ce qui a intéressé les investisseurs dans la sphère obligataire, dans la sphère action? Alors dans la sphère obligataire, c'est les obligations toujours européennes, donc d'entreprises, mais vraiment sur le long terme, qui ont continué à intéresser vraiment en termes de collecte et en termes de souverains, donc d'États à la fois sur les États-Unis surtout et aussi un petit peu sur l'Europe. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qui ont intéressé. L'obligation européenne investment grade de court terme, par contre, elles ont plutôt été en retrait, donc ont eu des sorties. Les marchés émergents aussi ont connu sur le marché obligataire des sorties. Et toujours les obligations high yield. On voit que les investisseurs se méfient et ne trouvent pas suffisamment de spread en fait, pour rester positionnés. Il y a un risk-reward qui est plus aussi intéressant que ça, y compris sur la dette à haut rendement. Oui, tout à fait. Et donc ça s'observe sur le marché des ETF aussi également. Sur la partie action? Alors sur la partie action, donc c'est vraiment toujours le même thème que les mois précédents, c'était vraiment les grosses capitalisations en premier lieu. Depuis, ça c'est vraiment le thème qu'on observe depuis 2023 et qui continue sur ce mois-ci. Les actions aussi japonaises qui continuent à bien collecter, qui continuent à bien intéresser. Donc ça c'est vraiment sur les thèmes qui intéressent, les émergentes. Évidemment la croissance, les thèmes de croissance aux US avec les thèmes de l'IA et des technos, forcément ça a bien tiré aussi et attiré les flux des investisseurs sur ce mois. Ce qui a moins intéressé, donc là où on a eu des sorties, on a eu des sorties sur le marché suisse de manière relativement importante et également sur les secteurs de l'énergie, la value US aussi. Et à noter, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais aussi vraiment spécifiquement sur l'Allemagne. Alors c'est peut-être l'entrée en récession qui a provoqué des sorties au niveau des actions allemandes. Mais voilà. Ouais, effectivement, des petites poches comme ça de sortie ou de moins d'intérêt, effectivement, sur la partie action. On a déjà beaucoup parlé de l'ESG avec vous, mais pour constater qu'il y avait eu un calage quand même un peu sur la thématique ESG. Il y avait eu un calage en début d'année. C'est un petit peu revenu le mois dernier déjà. Ouais. Ce mois-ci, ça se confirme. D'accord. Donc, sur le marché obligataire, retour de la collecte ESG, tout actif confondu. Alors, sur l'obligataire, on est à 30% environ de la collecte qui va sur l'ESG. Donc, c'est pas mal pour le marché obligataire. Oui. C'est quand même, historiquement, c'est relativement soutenu. Sachant que l'offre n'est pas aussi développée que sur le marché action. C'est ça. Il y a moins de thèmes. Au niveau des thématiques, c'est beaucoup plus restreint. Donc, il y a beaucoup de filtres. C'est quelque chose qui est pris en main, mais c'est quand même moins intéressant en termes de thématiques vraiment sur le marché obligataire. Et donc 30%, c'est une bonne moyenne, c'est une moyenne plutôt haute historiquement. Donc ça, on a cette collecte-là. Et ce qui est très intéressant, c'est sur le marché action, parce que je vous ai dit que le marché action avait globalement collecté, donc toutes les classes d'actifs ont collecté. Mais lorsqu'on fait la ségrégation entre non-ESG et ESG, en fait, c'est l'ESG qui a collecté.
Et le non-ESG, par contre, a connu des retraits globalement. Donc, c'est les 2,1 milliards qu'on a eu de collecte globale en actions. On est à 2,9 milliards sur l'ESG. Et on est en retrait de 800 millions sur le non-ESG. D'accord. Et ça s'est déjà observé historiquement. En septembre 2022, on avait déjà eu une collecte en ESG alors qu'il y avait une décollecte sur le non-ESG. Ouais, je comprends. Au global, ce qui était intéressant, c'est qu'en septembre 2022, on avait une décollecte globale sur les actions. Là, le flux ESG permet de compenser le flux. Et de maintenir une collecte positive. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, du palmarès des émetteurs à l'issue du mois de mai? Bon, pour la première place, il n'y a jamais beaucoup de suspense. Non, c'est un peu comme et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup encore devant nous, en tout cas pour quelques mois, voire quelques trimestres, et pourquoi pas quelques années. Toujours BlackRock, effectivement, premier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on passe de 10 milliards à un peu plus de 6 milliards en collecte. Donc c'est une réduction. Ça fait de 50%, mais une forte réduction. Et BlackRock collecte un peu plus que le mois dernier. Donc il continue à gagner de part de marché. Ils ont un peu la force tranquille, donc quand on les interroge, ils disent aussi, et c'est vrai qu'ils ont une très grande offre obligataire, et donc quand les collects arrivent sur l'obligataire, ils sont favorisés par leur offre et le positionnement de leur gamme par rapport aux concurrents. Donc toujours BlackRock en premier. Quand on regarde un petit peu sur les encours, c'est vraiment très impressionnant lorsqu'on voit la part de marché. Lorsqu'on regarde les 3 plus gros providers qui sont BlackRock, Amundi et DWS, à eux 3, ils représentent 70% du marché, et BlackRock a environ 44-45% du marché des ETF européens. Donc c'est vraiment un gros mouvement. Ensuite, on a Amundi qui reprend sa 2e place sur le flux du mois. Donc ils sont en 4e position de mémoire depuis le début de l'année, 3e ou 4e. Mais ils sont, là, ils reprennent leur positionnement normal. C'est-à-dire c'est le 2e provider d'ETF. Et là, ils ont collecté, ils sont en 2e place sur la collecte du mois de mai. Dans les perdants, oui, bien sûr. UBS qui avait fait des bonnes collectes jusqu'à présent, qui là subi les retraits sur le marché action suisse fortement, parce qu'ils ont deux ETF sur cette zone-là qui ont connu des gros rachats. Et donc, ils sont là pour l'instant en décollecte globale, du coup, depuis le début de l'année. Et donc, ils ont un mois de mai un petit peu difficile suite au flux, notamment sur la Suisse. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont pu être émis au cours du mois de mai, Olivier? Déjà, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a eu que 2. Donc c'est aussi calme, calme en termes de nouveaux produits. Des produits très spécifiques. On a un produit d'UBS qui est sur les matières premières, sur lesquelles il y a un ETF un petit peu intelligent en termes de... lorsqu'on investit sur les matières premières, on utilise beaucoup les marchés des futurs, y compris dans les sous-jacents des ETF. Et donc là, ils sont sur des matières premières hors agriculture, hors métaux industriels et hors aussi bétail. Et ils essayent d'avoir un mécanisme de rôle au niveau des futurs de manière un petit peu intelligente. On sait que c'est des marchés qui sont compliqués, qui peuvent être en contango, en spot, futur, etc. Donc là, ils essayent d'avoir un mécanisme un peu intelligent pour couvrir ça. Donc c'est la nouvelle offre côté UBS. Et on a une autre offre, donc la plus ESG, donc sur un ETF article 9, sur Rise ETF, qui est un petit émetteur d'ETF, ils existent depuis 5 ans, et qui là va chercher à faire de l'économie circulaire, donc à faire des paniers qui favorisent toutes les entreprises qui favorisent l'économie circulaire, ce qui fait partie de la taxonomie européenne. Donc un ETF article 9. Il y en a d'autres sur ce thème-là, BNP en a un, mais celui-là, la spécificité de l'article 9. Ouais, c'est ça. Et on sait que c'est toujours... On est dans l'impact, en tout cas, la volonté d'impact la plus élevée aujourd'hui, selon la classification européenne. J'ai vu que AXA IM aussi avait affiché sa volonté de pénétrer ce marché des ETF. Alors, je ne sais pas s'ils pèsent d'ailleurs quelque chose aujourd'hui. Ils sont à 1,3 milliard. Oui, donc pas grand-chose pour le coup. Mais ils ont communiqué sur une volonté d'être plus présents sur ce marché-là. Tout à fait. Ils sont relativement ambitieux. Ils sont revenus l'année dernière déjà avec un ETF sur le Nasdaq, donc qui était quelque chose de relativement classique. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment des ETF dits actifs. Donc, ils essaient d'utiliser leur gestion active, de la mettre sous format ETF. Et ils sont relativement ambitieux, puisque leur plan sur 2025, c'est d'arriver dans les 10 premiers au niveau de l'Europe. Ça fait environ 5 milliards sous gestion. Donc, quand on a la taille d'AXA, les ambitions d'AXA, IM, c'est tout à fait envisageable d'avoir 5 milliards de collecte à horizon 3 ans. Mais c'est vrai que le thème est compliqué des ETF de gestion active. Ça a déjà été tenté. Mais c'est vrai que pour réintégrer le marché des ETF, il faut trouver un moyen un peu différenciant. Donc, ce qui est choisi par AXA, c'est celui-là. Et c'est vrai qu'ils sont, qu'ils affichent une belle ambition. Et nous, on est contents parce que il y aura d'acteurs. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant cette idée.
mettre la gestion active aux frais des ETF, quoi, d'une certaine Oui, manière. puis c'est un peu rassurant, parce que ce que vous disiez au début, en termes de flux, à un moment, on a eu un petit peu peur. Ouais. Est-ce que ça, quand on voit que des gros acteurs qui étaient présents, qui étaient sortis, reviennent en fait sur le marché des je ETF comprends. et continuent à afficher l'ambition, on voit bien, nous, on est complètement convaincus chez Yomoni, que la gestion passive et les ETF vont continuer vraiment à se développer. prendre des parts de marché, à se développer. Mais c'est vrai que quand des nouveaux acteurs et des gros acteurs viennent sur le marché, Ça valide l'idée que c'est une industrie en croissance on ne se sent pas seul, aujourd'hui. mais ça conforte encore plus sur la volonté industrielle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Olivier, du positionnement des fonds ou des stratégies que vous proposez aux clients de Yomoni aujourd'hui? Alors, on est sur un positionnement défensif. On était revenu au début du mois de mai sur un 50-50. Alors, on était plutôt sur les profils diversifiés, on était plutôt enclin à prendre un peu plus d'action. Donc, on était revenu sur l'idée que le mois de mai était quand même un mois un peu compliqué, potentiellement très politique et donc potentiellement avec beaucoup de volatilité. Donc on était revenu sur un 50-50. Et là, on a décidé en fait d'être encore un peu plus prudent. C'est relativement compliqué. Enfin, je pense que sur votre plateau, on voit autant d'arguments pour aller dans le sens. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les positions opposées sont confortées chacune dans leur camp. Tout à fait. Donc on a eu un comité de gestion sur lequel on a beaucoup débattu. Et donc, comme en termes de conviction, on a du mal à choisir des deux côtés, on a fait un petit pas de côté en se demandant d'où était le risque. Et le risque était plus d'aller sur un marché qui allait vraiment partir à la hausse ou vraiment partir à la baisse. Nous, on estime que le risque, il est plutôt à la baisse quand on voit les performances et quand on voit tout ce qu'il y a. Donc, on n'est pas spécialement inquiet, mais on préfère du coup réduire un petit peu. On garde les thèmes qu'on avait sur notamment les valeurs technologiques. On pense que l'IA va continuer à rester un petit peu, notamment parce que c'est un thème qui peut faire gagner de la productivité. Et ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, on se demande où on va retrouver des gains de productivité tels qu'on avait pu le connaître par le passé. C'est que là, potentiellement, ça peut être le cas. Les valorisations sont importantes, mais le thème est vraiment puissant. On reste aussi sur les marchés émergents, actions, là aussi pour se diversifier. Et en termes obligataires, du coup, comme on a rajouté, on a augmenté un petit peu l'exposition, on est revenu sur du crédit, investment grade aussi, pour quand même prendre un petit peu de risque aussi, parce qu'on n'est pas spécialement inquiet, mais comme il faut faire un choix en termes de risque, on s'est dit que le risque était plutôt à la baisse, donc on est un petit peu plus prudent, en gardant nos paris tactiques de manière relativement importante. Ben oui, on prépare les portefeuilles pour la période estivale. Effectivement, les réunions de banque centrale qui arrivent, avec encore un peu d'incertitude peut-être sur le niveau final de restrictions monétaires qui sera mis en place par la Fed ou la BCE. On verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas, Olivier, d'avoir été avec nous comme chaque deuxième vendredi du mois pour nous présenter les résultats de cet observatoire ETF mensuel, donc développé par Yomoni. Olivier Malteste, directeur de la gestion de Yomoni, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30 sur Bismart.